Bonjour à tous et merci de votre présence sur ce temps d'échange dans le cadre de l'IFTM. Je vais me présenter, je suis Julie Panadero, directrice générale de l'ESCAET. L'ESCAET, c'est une école de commerce, c'est un organisme de formation professionnelle. Et dans le cadre de cette IFTM, on a travaillé avec bon nombre de RH sur différentes thématiques. Et l'objectif de cette session, c'est de vous restituer différents points que je vais vous expliquer plus tard. Alors, pour introduire ce travail, je te laisserai après la parole. Pour vous expliquer, en fait, dans le cadre de l'IFTM, on a, avant l'IFTM, construit un baromètre, donc le baromètre du village de l'attractivité. C'était donc une enquête qui a été réalisée auprès de l'ensemble des exposants de l'IFTM et l'idée était de les questionner autour de leurs enjeux RH, sur la partie recrutement, engagement des collaborateurs, transition numérique, etc. Si vous souhaitez télécharger ce baromètre après l'IFTM, je vous invite du coup à flasher le QR code que vous avez sur la présentation qui vous donnera ces différentes insights. En gros, ce qu'il faut retenir de ce baromètre, c'est différents points clés que vous devez peut-être connaître ou que vous pouvez peut-être vous ressentir au sein de vos entreprises. Le premier, c'est que beaucoup d'exposants aujourd'hui rencontrent une forte difficulté à recruter. Alors sur différentes typologies de métiers, mais en tout cas cette difficulté est très ressentie et très valorisée dans les résultats de l'enquête. Le deuxième point, c'est la mutation qui est en cours sur tout le processus de recrutement et de sélection des candidats. En gros, on se rend compte dans les chiffres que les exposants sont en train de se rendre compte que face à ces difficultés de recrutement, il faut repenser les choses différemment. Et on sent qu'il y a une évolution au travers des chiffres qui se ressent là-dessus. On a questionné aussi la partie fidélisation des clients avec... des collaborateurs. Et on se rend compte dans cette étude qu'on a une fidélisation aujourd'hui qui est limitée entre 2 et 4 ans dans l'entreprise. Donc, ce qui est une tendance qui évolue par rapport à ce qu'on a pu connaître sur ces dernières années. Autre point, on se rend compte qu'il y a encore une compréhension, je dirais, relative des attentes des nouvelles générations vis-à-vis de l'emploi et qu'il y a encore du travail à faire côté RH, côté manager pour comprendre ces attentes. Et le dernier point, on ressent qu'il y a encore un questionnement de certaines structures autour de l'évolution des métiers, de l'IA et de cette transition en fait, qu'on est en train d'opérer dans notre secteur. Donc ça, en fait, c'est les quelques conclusions de ce baromètre. Et à partir de là, toute l'équipe ESCAET s'est dit on va construire ensemble un espace d'échange, un think tank sur l'IFTM pour traiter de ces problématiques et trouver ensemble des solutions. Donc, durant 3 jours, on a travaillé sur 3 thématiques avec plus de 50 exposants, que je remercie, qui sont dans la salle aujourd'hui, pour échanger sur ces thématiques-là et essayer ensemble de trouver des solutions à mettre en place dans les entreprises. L'idée, donc on a travaillé autour de 3 thématiques. La première, c'est le recrutement et l'attraction des talents. Le deuxième, c'était la fidélisation et l'engagement des collaborateurs. Et le troisième, c'est le travail intergénérationnel et la transition numérique. Sur ces 3 jours, l'idée, c'est que là, je vous synthétise les propos qu'il y a eu. Et donc, j'ai invité Louisiane à être à mes côtés, puisqu'elle a participé sur ces 3 jours sur les différents ateliers et a participé aux échanges. Et donc, elle sera mon grand témoin pour illustrer les propos. Je te laisse te présenter, Louisiane. Oui, merci Julie. Bonjour à tous. Donc, je suis Louisiane Seton. J'ai créé une société de conseil qui fait du conseil en management de l'innovation et aussi stratégie de transformation durable. J'ai la chance également d'enseigner quelques cours à l'ESCAET et à l'École Polytechnique. Et effectivement, je voulais te remercier Julie et l'ESCAET d'avoir pris cette initiative de nous inviter à ces tables rondes. C'était vraiment super intéressant. Et donc, on va partager tout ça avec vous.
Alors, sur la première journée, donc, là, vous avez l'ensemble des différentes entreprises qui ont participé à cette réflexion. Et on va continuer ces échanges avec toutes ces personnes post-IFTM. Et je donne bien sûr rendez-vous à toutes les personnes qui sont dans la salle l'année prochaine pour poursuivre ces échanges sur ces thématiques si ça vous intéresse. Alors, sur la partie recrutement et attraction des talents, il en est ressorti beaucoup de points qui sont détaillés ici. La première chose qu'on a identifiée qui nous semblait importante et chapeau, c'est de communiquer sur la pluralité des métiers et valoriser les carrières dans le secteur. Beaucoup, et en tant qu'organisme de formation, on a beaucoup d'échanges avec les étudiants et on se rend compte en fait qu'il y a un triptyque des métiers connus par le grand public qui est l'hôtesse de l'air, le réceptionniste et l'agent de voyage. Or, aujourd'hui, le secteur du tourisme, c'est beaucoup plus de métiers et en fait, il y a encore trop une lacune en tout cas sur la communication, je dirais institutionnelle, sur ces métiers et sur les carrières qu'on peut faire dans le tourisme sur du long terme. Donc ça a été un des grands points qui a été exposé par les différents RH. Et donc ça peut passer par des campagnes de sensibilisation, des témoignages employés, des mises en avant d'opportunités de carrière pour justement travailler sur cette communication institutionnelle qui doit venir de nos grandes institutions. Je pense aux EDV, on a échangé avec l'OPCO également sur ce sujet, mais ça passe aussi par vos entreprises de façon individuelle. Le deuxième point, et c'est une des statistiques qui a été apportée par un des participants, c'est de dire il faut qu'on travaille absolument sur la qualité de vie au travail et l'inclusion parce qu'aujourd'hui, c'est un des critères clés des futurs collaborateurs pour entrer dans les entreprises. Et donc là aussi, on a beaucoup parlé télétravail. On a beaucoup parlé flexibilité au travail. Oui. Et on a aussi beaucoup parlé raison d'être et s'identifier aux valeurs des marques employeurs, des entreprises. Et c'est vrai que c'était un point qui est ressorti sur les 3 ateliers. OK. On a bien sûr évoqué la partie salaire parce qu'au-delà de la quête de sens, il y a nécessité aussi à réévaluer l'aspect financier et que ça peut être un des leviers d'attractivité pour les entreprises. Donc ça passe par les salaires, mais aussi par d'autres avantages, des incentives. Ça peut passer par du partage de valeur aussi dans l'entreprise. En tout cas, l'idée était de réfléchir à comment on transforme cet aspect financier lié au travail. Autre point qui a été valorisé et testé par certaines entreprises, c'est l'utilisation des canaux adéquats pour correctement en fait, attirer les bonnes cibles. Aujourd'hui, quand on regarde les tendances sur les jeunes générations, sur leur recherche d'emploi, ils ne vont pas forcément sur France Travail, ils ne vont pas forcément sur Indeed, ils vont aussi sur des canaux réseaux sociaux. Et donc, il y a une nécessité pour vous, entreprise, et certains l'ont testé, d'avoir en fait une communication, au-delà de votre communication client, une communication collaborateur sur Instagram, TikTok, pour aller attirer aussi ces jeunes talents qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément le monde du tourisme, mais qui ont peut-être des compétences et des soft skills en lien avec le commercial, le service client. Donc ça, c'était des points et des dynamiques qui ont été présentés aussi. Oui, tout à fait. C'est vrai que est ressorti plusieurs fois la notion de soft skills, qu'aujourd'hui, on se repose plus forcément sur les compétences, les hard skills, comme on les appelle, qui peuvent être des compétences de connaître un logiciel, un outil, etc., mais qu'on se repose beaucoup sur les soft skills. Et les managers de demain ont besoin d'être formés là-dessus, les recruteurs de demain aussi. Et c'est vrai que c'est ressorti plusieurs fois, le fait de se reposer sur justement ces compétences de savoir-être et aujourd'hui de pouvoir recruter quelqu'un sur ses compétences, même s'il n'a pas fait justement un BTS tourisme. Voilà, on a parlé de ça. C'est beaucoup ressorti effectivement sur l'aspect de dire en fait on est très conservateur dans la façon dont on recrute aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des fiches de poste et on veut des BTS tourisme, sauf que aujourd'hui le BTS tourisme ne permet pas en fait de fournir l'ensemble des besoins du marché et que donc il faut revoir en fait ce schéma
un peu trop conservateur par rapport au recrutement et aller justement inverser ce rapport hard skills, soft skills pour essayer plutôt d'aller chercher des gens motivés qui ont un bon contact client et qui va permettre du coup d'attirer des profils qui ne sont pas formés sur le tourisme, mais de en fait coupler ça avec de la formation derrière, par exemple. Ensuite, on a aussi échangé sur un aspect qui est arrêtons de lancer des campagnes de recrutement quand on a un besoin et plutôt d'être dans la proactivité dans les recrutements et en fait créer un vivier de talents qu'on aurait toujours à disposition et que lorsque le besoin arrive, alors on sera en mesure d'aller contacter ces personnes, de la débaucher potentiellement, mais de travailler non plus en réaction, mais en proactivité sur cette partie recrutement et de ne jamais travailler finalement dans l'urgence. Hein, c'est ce qui est ressorti en tout cas des différentes bonnes pratiques des RH sur ce sujet. Oui, et c'était assez complémentaire aussi avec la polyvalence des profils que l'on pouvait recruter, c'est-à-dire en fait avoir de l'humain et pouvoir le déployer en fonction du besoin. C'est vrai que le tourisme, c'est un secteur qui fait souvent face à des imprévus. Ces dernières années, je pense que ça a été plus vrai que jamais. Et donc, l'idée de ce vivier, d'avoir des personnes qualifiées qui sont motivées et qu'on peut, de façon plus polyvalente, en fait, adresser à telle ou telle mission. C'est vrai c'est ressorti plusieurs fois dans les groupes de travail qu'on visualisait un petit peu un chef de projet aujourd'hui plutôt qu'un employé qui répondait à une fiche de poste bien précise. Et le dernier point qui est ressorti sur cet atelier, c'est la nécessité de moderniser le processus de recrutement, au même titre qu'il faut moderniser la façon dont on communique nos offres d'emploi. L'idée est de continuer en fait cette modernisation aussi dans la simplification des candidatures. On a parler un petit peu de la notion de lettre de motivation ou de créer d'autres formats plutôt vidéo ou photo ou en fonction des besoins en fait, qu'on ressent sur le recrutement. Et puis aussi le format des entretiens qui doit forcément aussi évoluer pour correspondre finalement à plus un échange pour vérifier que l'entreprise correspond au collaborateur et que le collaborateur correspond à l'entreprise et qu'on ne soit pas forcément dans un rapport de force entre l'employeur qui a un certain statut et l'employé. Donc voilà, on a réfléchi autour de toutes ces thématiques. J'espère que c'est clair en tout cas là-dessus. Sachez qu'on va essayer de nous construire un contenu un peu plus dense avec les témoignages de tous ces RH pour vous donner plus de clés pour la suite post-IFTM sur cette thématique. Ensuite, une fois qu'on a parlé de la partie recrutement et attraction de talent, il nous semblait important aussi de parler de l'engagement des collaborateurs. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de liens entre les deux thématiques. Et finalement, ce qu'on retrouvait d'un côté sur l'attraction et le recrutement des talents, on le retrouvait sur la partie fidélisation aussi. Le premier point qui est ressorti, vraiment, c'est qu'il faut qu'on travaille notre culture d'entreprise, qu'on travaille notre vision autour de notre marque, notre why et les valeurs de l'entreprise pour que en fait, les collaborateurs adhèrent déjà à tout ça. C'était un des points qui est ressorti qui semblait être la première action à mener. Oui, et d'ailleurs, il y a un participant, il y en a même plusieurs qui ont dit, c'est vrai que souvent quand on recrute, on parle marque employeur et donc on pense que la marque employeur, ça s'arrête qu'au recrutement. Mais en fait, non. La marque employeur, avant tout, c'est pour les ambassadeurs de l'entreprise, qu'elle soit intégrée, représentée, vécue par les collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise. Et donc, ça s'est ressorti plusieurs fois sur ce point-là. Comme sur la partie recrutement, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail est un des éléments clés aussi pour engager les collaborateurs et les fidéliser dans le temps. Donc on a à nouveau, encore une fois, parlé du télétravail, de la semaine des 4 jours, des horaires flexibles et comment on pouvait essayer de mettre en place ça avec certaines contraintes, notamment en agence avec des points de vente qui doivent être ouverts du lundi au samedi sur des horaires
des horaires d'ouverture assez larges. Donc ça a amené pas mal de débats, mais en tout cas c'est quelque chose qui aujourd'hui est un prérequis pour à la fois attirer et fidéliser ses collaborateurs. Et puis on a parlé aussi du management dans cette qualité de vie au travail qui devait aussi évoluer pour qu'ils correspondent à ces collaborateurs et qu'ils puissent s'inscrire sur du long terme sur l'entreprise. On a parlé également de la partie financière, je ne vais pas revenir dessus, mais ça semble être aussi un élément clé pour fidéliser les collaborateurs. On a beaucoup aussi échangé, notamment avec Cécile Revol de Sunweb, sur l'évaluation de la satisfaction des collaborateurs et le monitoring. C'est-à-dire comment, en fait, au même titre qu'on a un NPS pour la satisfaction des clients, comment on peut mettre en place un NPS pour les collaborateurs en interne. Et donc, elle illustrait les propos, si tu veux oui, tu veux tout à fait. lui Elle raconter. expliquait qu'en fait, chez eux, les managers sont évalués par leurs équipes toutes les 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. C'est sur le principe du volontariat, donc il n'y a rien d'obligatoire, mais voilà, si les collaborateurs ont envie d'évaluer leur manager, ils le font de façon très régulière. Et ensuite, les managers analysent ces retours, en discutent avec les collaborateurs, et je crois une fois par mois, à peu près, ils font un grand meeting stand-up d'1 heure environ, avec un déjeuner sympa après, nous a-t-elle dit, où ils peuvent échanger justement sur tous ces retours. Donc, on voit vraiment le point important de l'écoute. Écoute aussi bien descendante que montante, enfin écoute entre tous les collaborateurs et justement de ces échanges et de la prise en compte en fait des points de vue de chacun. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, hein, loin de là. Oui, d'ailleurs, elle a dit elle l'a bien dit. Pas oui à ça ne veut pas dire qu'on dit oui à tout, mais en tout cas on écoute, on entend. Et il y a certains projets qui sont co-construits comme ça avec les managers et leurs équipes. Donc encore une fois, en fait, moi, ce qui m'a marqué dans ces échanges, c'est que sur la même stratégie de satisfaction client, on doit avoir aussi cette stratégie de satisfaction collaborateur et que il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans une industrie de service et que plus nos collaborateurs sont heureux au travail et transmettent en fait les valeurs de l'entreprise, plus ça découlera aussi sur la satisfaction client in fine. Ensuite, on a parlé aussi du management qui devait évoluer et devait se tourner autour de plus de transparence, de confiance envers les collaborateurs, notamment en lien avec le sujet du télétravail et de la flexibilité des horaires, où finalement il fallait petit à petit muter dans un management autour de cette transparence et de cette confiance des collaborateurs, et que plus on va leur faire confiance et plus on va les responsabiliser, il y avait beaucoup ce terme-là qui est ressorti sur les différentes tables, finalement plus l'entreprise va en ressortir du positif. Donc ça, c'était un point qui était aussi important et qui a été débattu sur différentes tables. Oui, il y a plusieurs participants sur les tables qui ont expliqué qu'en fait, ils réfléchissaient à switcher un peu de modèle. Donc, pour passer d'un modèle où on contrôle moins les horaires d'une journée de telle heure à telle heure, mais plutôt des journées de travail avec des objectifs à remplir et des tâches à accomplir, peu importe quand c'est fait, pour que les résultats soient donnés selon les deadlines, ce genre de choses. Yes. Ensuite, sur un autre volet, on a échangé aussi sur comment on essaie de faciliter la mise en place de formations ou de projets annexes, dans le sens où l'idée est de dire aux collaborateurs, pour t'épanouir dans l'entreprise, tu peux bien sûr être épanoui sur tes tâches, sur tes missions, sur ton quotidien, mais tu peux aussi, si tu le souhaites, mettre en place différentes actions en parallèle. Donc ça peut être de l'associatif, du bénévolat, pour t'accomplir aussi dans ta profession. Donc, on a parlé de certaines personnes qui s'impliquaient dans des associations du tourisme ou pas du tout, pour s'accomplir aussi dans leur travail et transmettre aussi leur savoir. Oui, tout à fait. C'est là que c'était intéressant de partager à plusieurs. Toujours intéressant d'avoir différents points de vue. En fait, certaines entreprises proposent à leurs collaborateurs des temps comme ça personnels pour développer des projets personnels effectivement qui peuvent être en rapport ou non
avec la raison d'être de l'entreprise. Ça dépend un petit peu de l'ADN de l'entreprise, de son souhait. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, du temps proposé, enfin du temps offert aux collaborateurs pour réfléchir à des projets, que ce soit d'un point de vue bénéfique direct pour l'entreprise ou bénéfique pour le collaborateur. Dernier point, on a également beaucoup parlé du sujet formation, qui était un des points importants, et surtout de la formation, pas forcément toujours sur des compétences métiers, mais aussi sur tout l'aspect soft skills. Donc comment on aide les collaborateurs à avoir plus confiance en eux, comment on les aide à prendre la parole en public en fonction de certaines missions, comment on aide les managers à mieux manager leurs équipes, à être plus performants. Donc l'idée était de mettre en place un plan de formation de façon anticipée chaque année pour identifier aussi les sources de financement, parce que c'est une des problématiques qui a été sortie, comment on fait financer ces formations-là qui sont nécessaires. Donc voilà, cet enjeu formation a été aussi grandement apporté sur le développement des collaborateurs. Oui, que ce soit développement personnel, développement des compétences, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Il y a certains participants qui disaient qu'eux essayaient vraiment de mettre en place le maximum d'enveloppes à consacrer à ces formations et voilà, de les répartir en fonction des besoins des collaborateurs. Et c'est vrai que le point formation continue est beaucoup ressorti. Le dernier point, c'est toute la partie mentorat, mais qui fait écho à la partie associative aussi. Mentorat sur la transmission en fait, du savoir qu'on peut avoir en interne, donc comment je transmets des compétences à une nouvelle recrue, mais aussi comment je transmets en fait, mon métier ou mes connaissances auprès d'écoles ou de jeunes générations, de personnes en fait, qui sont en cours de formation et qui ont besoin de cette connexion en fait, avec le secteur. Et ça permet, ça peut être un des leviers en tout cas de développement des collaborateurs sur, voilà, au-delà de mes missions au quotidien, je m'épanouis à transmettre aux autres et essayer aussi d'amener de nouvelles personnes à rejoindre notre industrie, à avoir cette passion du métier, notamment sur l'agence de voyage par exemple. C'était un des points qui a été nommé sur des visites, notamment dans des BTS tourisme ou dans des BTS un peu plus commercial ou service client, où il y a la nécessité à rapatrier un petit peu ces gens-là qui vont parfois plutôt sur des fonctions, enfin sur des secteurs type téléphonie ou automobile, d'essayer de les rapatrier, ou bancaire, les rapatrier chez nous pour avoir cette dimension service client dont on a besoin sur la partie tourisme. Voilà, c'était un peu les échanges qu'il y a eu là-dessus. Exactement. Okay. Dernier point. Dernière thématique du jour qui s'est déroulée du coup ce matin sur le travail intergénérationnel et la transition numérique. Alors deux sujets qui se nourrissent les uns les autres, mais qui ont également fait sortir différentes idées. Le premier, c'est sur le travail intergénérationnel. Ce qui est ressorti en premier temps, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on arrive à sensibiliser les différentes personnes sur les codes et le rapport au travail de chaque génération. Il faut arrêter il faut sortir du cliché les vieux, les jeunes dans l'entreprise, c'est pas le sujet. L'idée est de travailler plutôt en identifiant quelles sont les différentes générations dans mon entreprise, quels sont ces codes, quels sont ces usages et comment je vais travailler avec chacune de ces générations et comment je vais aussi les faire travailler et communiquer correctement ensemble. Donc là, ça passe par de la formation, mais ça passe aussi par des échanges qu'il peut avoir en interne. On a parlé de vie ma vie, choses comme ça. Ouais, des petites vie ma vie, des ateliers aussi avec plusieurs collaborateurs qui échangent, ateliers d'intelligence collective, ce genre de choses où ils prennent le temps de se parler, de mieux se connaître, de comprendre aussi les leviers de chacun et les attentes de chacun, les qualités de chacun pour pouvoir mieux justement transmettre. Un des points qui est ressorti aussi, c'est qu'il faut absolument accompagner les managers à mieux comprendre notamment les nouvelles générations pour les aider en tout cas à voir les clés de compréhension de cette génération et du coup les aider dans le management de cette génération.
Et un des points aussi qui relie le point précédent, c'était pour les différents RH qui étaient présents, libérer du temps pour les interactions humaines. En fait, que ces personnes-là ne se parlent pas que dans le cadre de leur mission au quotidien, mais aussi dans des moments hors travail, donc en soirée ou en déjeuner, pour que justement ils apprennent à se connaître et à mieux échanger les uns avec les autres. Sur la partie transition numérique et intelligence artificielle, un des points qui est ressorti, c'est qu'il faut désacraliser ce terme et encore une fois sortir du cliché de l'IA va nous remplacer, on ne va plus avoir de job, etc. Donc réduire aussi du coup ces craintes par rapport à la déshumanisation, c'est un des points qui est ressorti sur différentes tables. Et ensuite, il y avait notamment un point sur, Arnaud dans la salle est là pour en parler, mais notamment l'idée est de former sur des cas d'usage. En fait, montrer que l'IA en fait, peut être dans de l'applicatif et que ça peut nous aider dans un quotidien très proche. Donc on a pris l'exemple de la gestion des réclamations, on a pris l'exemple de comment ça m'aide à avoir plus de connaissances en fait, sur une destination, par exemple. Et donc ça, c'était un point important. Mais par contre, un des enjeux, et c'est notamment toi qui as apporté le point là-dessus, c'est de cadrer en fait l'utilisation de l'IA pour qu'il n'y ait pas forcément de débordement par la suite autour de ce point. Oui, en fait, je pense que l'ensemble des participants étaient vraiment alignés sur ce point, voilà, sur la problématique de est-ce que l'IA va nous piquer notre job. Non, pas du tout, hein, c'était pas l'idée. Je pense que c'est petit à petit en train d'être mieux accepté. Et donc, on a parlé effectivement de ce point formation et notamment d'être formé à donner le bon brief aux outils d'intelligence artificielle. C'est plusieurs exemples qui ont été donnés lors des différentes tables qui échangeaient. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, ces outils peuvent permettre de gagner du temps, d'avoir donc une meilleure performance et aussi, on l'a vu, de monter en compétence sur certains sujets. Par exemple, si on ne connaît pas une destination, voilà, quelque chose comme ça. Mais il est primordial que les personnes qui l'utilisent soient formées justement à utiliser ces outils. Donc, que ce soit dans des petites PME ou dans des grosses entreprises, hein, c'est ce dont on avait parlé. Et formées justement à donner la bonne consigne à l'outil d'intelligence artificielle pour que l'outil puisse donner le résultat attendu. Voilà. Autre point qui a été avancé notamment par Vincent de CDS, c'était d'inverser le schéma top-down, c'est-à-dire c'est la direction qui réfléchit à la stratégie en lien avec l'intelligence artificielle et on communique ça aux équipes pour orchestrer leur usage. Lui, il a valorisé plutôt l'idée qui a été mise en place chez CDS de dire en fait, nous, on demande aux équipes opérationnelles sur quelles tâches en fait ils ont des actions répétitives, sur quelles tâches en fait ils manquent de productivité, pour que sur ces points-là, on travaille ensemble très rapidement avec l'appui de l'IA pour les aider en fait dans leur quotidien. Et donc ça, c'est une approche aussi qui est du coup rattachée au point précédent sur les entretiens qu'on peut faire de façon régulière avec les collaborateurs pour les engager dans l'entreprise. C'est aussi les faire participer finalement à l'évolution de l'entreprise, qu'elle soit pour le produit, pour les clients, mais de façon structurelle aussi dans les processus et l'usage des technos. Oui. Et le dernier point, parce que le temps défile et on va plus avoir assez de temps pour d'éventuelles questions. L'idée était, le dernier point, c'était aussi de que l'IA en fait permettait aussi en quelque sorte de promouvoir l'inclusion et l'équité au sein de l'entreprise, dans le sens où l'IA peut être un outil d'accélération pour tous les collaborateurs, notamment les plus juniors, à se former sur certains sujets ou en tout cas à accéder à certaines connaissances qu'ils n'ont pas mais qui peuvent avoir au travers de l'IA. Donc c'est le dernier point qui a été abordé là-dessus, qui mérite encore d'être exploré, mais voilà, qui permettait en tout cas de clôturer ces différentes solutions qui ont été abordées dans l'atelier. Voilà pour les différents
points clés sur ces trois thématiques et 3 journées. J'espère qu'en tout cas, ces différents insights très rapides vous permettent, vous aussi, de confronter par rapport à ce que vous faites déjà au sein de votre entreprise ou ce que vous pouvez mettre en place. Gardez en tête qu'on va essayer, nous, de continuer, en tout cas, à produire du contenu sur ces thématiques-là parce que ça nous intéresse et on sent qu'il y a des besoins sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi si vous avez besoin d'être alimenté ou en tout cas d'échanger avec des pairs pour qu'on puisse orchestrer ces échanges ensemble. Un grand merci pour votre écoute et à votre disposition après cet échange pour répondre à vos éventuelles questions sur ce sujet. Voilà, merci. Merci.